Après des années à jouer avec le feu, après avoir pensé être devenu omnipotent en transformant 3 fois de suite l'effectif de son club, Pablo Longoria a enfin fini par se faire brûler. Avec une 8ème place en championnat synonyme d'aucune compétition européenne pour cette saison, l'Espagnol est enfin mis en face des risques de sa stratégie stupide et en a payé les conséquences. Tout au long de la saison, il a enchaîné les erreurs. Les recrutements sans aucune logique économique et sportive, les choix de coach dépassés par des problèmes internes trop nombreux, des départs au sein de la direction qui ont jeté le flou sur la structure du club, et tout ça a conduit à une instabilité qui a failli faire imploser sa stratégie. Chaque choix fait durant l'été s'est retourné contre lui. À de nombreuses reprises, il a tenté de sauver les meubles avec un changement encore une fois stupide, et au final, il a tué une saison qui aurait dû lui permettre de rapprocher le club de la place qui devrait être la sienne. Très honnêtement, j'étais très content que ce soit arrivé. Je l'avais prédit dès la nomination de Marcelino en tant que coach. Le coach actuel de Villarreal n'était pas une mauvaise idée, mais je savais pertinemment qu'il était un problème au vu des échéances trop rapides pour qu'il installe son jeu. Avant même la fin de saison, tout le monde savait qu'on allait assister à un mercato important. Tout le monde savait que cette fenêtre allait devenir celle qui dicterait le futur du club, qui permettrait soit de se relever, soit de tomber définitivement en dessous du podium. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà, l'effectif était totalement déconstruit. Que ce soit les recrues totalement à côté de la plaque qui n'ont pas le niveau, les joueurs prometteurs qui n'arrivent pas à s'exprimer, ou bien même les quelques leaders qui ont tenu la route durant la saison, il était sûr qu'un chamboulement allait avoir lieu pour régler tous les problèmes. Et si les années précédentes il n'était pas logique de voir autant de transferts, cet été il était primordial, voire même obligatoire, que beaucoup de transferts aient lieu. Puisqu'en plus de sortir d'une saison totalement rentrée, tu vas entrer dans un 4e cycle de suite, avec un 7e coach principal en 4 ans. Avec le pompier glacé pas dans les plans pour l'an prochain, un nouveau coach devait être nommé, et cette fois avec un peu moins de précipitation, et moins d'attractivité aussi, puisque tu vas devoir gérer une saison sans Europe, avec tous les inconvénients qui en découlent. L'effectif devait donc coller au nouveau coach, des grands changements allaient être nécessaires, et après avoir tout raté l'an dernier, ce défi était l'occasion pour Longoria de reconquérir ses quelques détracteurs, conscients du bordel des dernières années et pas aveugles devant son implication dans la baisse de résultats du club. Notamment depuis ce fameux mercato de janvier 2023 sous Tudor, où depuis, il enchaîne les erreurs. Les choix indignes d'un président aussi intelligent que lui, et d'une cellule de recrutement supposément compétente. La tâche s'annonçait compliquée, le chantier était sacrément chargé, et les moyens supposés limités ont rapidement été augmentés par un propriétaire toujours aussi généreux, malgré les échecs répétés du club. Cette bonne nouvelle a permis à Longoria et Benassia d'avoir une marge de manœuvre bien plus importante. L'erreur n'était donc absolument pas possible. Quand tu vois la concurrence, tu sens qu'il y a une belle fenêtre cette saison à exploiter, et tout ce mélange a créé quelque chose que personne au monde n'aurait pu prévoir. Dès le début du mercato, Pablo et Mehdi font le tour des coachs pour connaître les positions de toutes les options et faire une liste qui collerait au projet du club. Les noms sortis sont intéressants, Galtier, Franck Hez, Paulo Fonseca et quelques autres noms commencent à faire du bruit. Tu sens que certaines négociations ont déjà commencé avec certains comme le portugais du LOSC, mais très vite, les choses changent. Je te l'ai dit juste avant, mais même si l'OM ne joue pas l'Europe, les moyens financiers à la disposition de la direction restent importants. Et au lieu de se contenter de ce qui serait logique, le duo de choc va tenter avec audace de viser plus haut, en parlant à Roberto De Zerbi. Si en termes de résultats son parcours n'est pas si exceptionnel que ça, c'est un coach qui attire les convoitises des plus grands, un entraîneur capable de produire du jeu intéressant, de mettre en valeur des joueurs, un Italien en pleine ascension qui continue d'évoluer dans son métier et qui représente le futur pour beaucoup d'observateurs. Lorsque son nom sort, personne n'y croit. Peu comprennent la situation entourant cette négociation, peu comprennent l'attractivité que pourrait avoir l'OM, mais contre toute attente, la rumeur se concrétise. L'OM, sans Europe, sans un effectif intéressant et malgré l'immense concurrence, réussit à attirer un coach avec une sacrée cote. Cette arrivée permet de rassurer les supporters inquiets après les 3 nominations de coach de l'an dernier. Elle permet de mettre en valeur l'attractivité du club, la puissance de l'OM en Europe, et surtout, elle permet de donner du crédit sur le projet que Longoria veut mettre en place. Depuis quelques temps avant le mercato, quelques sorties médiatiques parlaient de la mise en place d'un projet visant le long terme. L'idée serait d'enfin mettre en place un coach sur plus de 10 mois, d'enfin donner un peu de continuité à un effectif qui devra grandir avec son coach, d'enfin se montrer logique dans les décisions sportives, avec une direction changée par l'arrivée d'un nouveau membre dans le duo, qui se transforme donc en trio. Et si j'avais mes doutes sur ces affirmations, cette nomination de Roberto vient appuyer ces déclarations et réaffirmer que l'opération reconquête du président est bien en place. Avec Pablo Longoria, Giovanni Rossi, Mehdi Benassia et Roberto De Zerbi, on a donc les 4 têtes de ce nouveau projet, ceux qui dirigeront l'OM durant cette 4e année de mandat pour le président, et très vite le chantier continue, avec cette fois un effectif entier à bouleverser.
Bon, si tu suis mes vidéos sur l'OM, tu connais la méthode Longoria durant le mercato estival. Celle de miser sur plusieurs options différentes avant de voir laquelle est la plus adaptée financièrement et sportivement, l'utilisation de son réseau, notamment en Italie et en Espagne pour trouver des coups inattendus, l'exploitation des indésirables des top clubs qui cherchent un petit chèque pour limiter la casse sur des joueurs à le relancer, et évidemment, une facilité à trouver des portes de sortie à des échecs dans des clubs de niveau intermédiaire. Pour moi, c'est la base de son arbre de compétences. Mais comme le coach, deux nouvelles branches de compétences vont apparaître. Déjà, la recherche du gros coup. Un transfert qui permettra d'effacer l'humiliation qu'il a connue en mettant 30 millions sur le jeune portugais de Braga, Vitinha, qui n'a absolument jamais montré un niveau digne d'un joueur de l'OM, et qui donc jette le discrédit sur l'œil de Longoria. Deuxième branche, cette fois interne, puisque c'est l'intégration des jeunes du centre. Après avoir remporté la Gambardella, les jeunes de l'OM viennent demander une petite place dans l'effectif pour cette saison. Certains sont prêts, d'autres non, et ce sera à la direction de faire les bons choix pour leur intégration. La méthode Longoria a été donc prévisible, et si perso je trouve qu'elle a parfaitement été mise en place, on a quand même eu quelques surprises qu'encore une fois, personne n'attendait. Comme à chaque mercato, la fenêtre a commencé avec les transferts libres de Pape Gueye et Jordan Amavi qui ont rapidement trouvé des points de chute en Espagne et en France, et les levées de l'option d'achat de Guendouzi à la Lazio et Vitinha par le Genoa. Si Matteo part avec une bonne image un petit peu écornée, le Portugais lui part en paria dans un transfert qui permet d'amoindrir l'échec industriel qu'il était. Des départs peu importants, très rapidement suivis par de très nombreux transferts permettant de vider l'effectif avant de le renouveler. Iliman Ndiaye, le petit prince de Saint-Charles, est renvoyé en Angleterre pour retrouver sa joie de vivre. Ismaïla Sarr est expédié dans l'infirmerie de Crystal Palace qu'il a identifié comme un bon remplaçant à Michael Olise. Un bon travail de la part de John Textor qui renforce un concurrent grâce à cette transaction, tout comme l'OM renforcera Nice en y envoyant Jonathan Klaus. Conrad est envoyé en Suisse puisqu'il ne sait toujours pas jouer avec un ballon sur son côté. Le jeune Simon Ngapando Etembu est envoyé en prêt après 2 saisons à nettoyer les gants d'un gardien espagnol très moyen qui lui a refusé à l'Italie pour rejoindre le nouveau Grand Liga, Girona en prêt. Rien qu'avec ses ventes, tu vois qu'un énorme chantier est en préparation. Si certains départs comme Klaus sont discutables, dans l'ensemble jusque-là, tout est logique, tout est pertinent et quelques autres transferts s'ajouteront dont la nécessité reste à débattre. Samuel Gigot, le capitaine courage de l'équipe, est envoyé quasiment de force à la Lazio où il retrouvera Guendouzi. Veretout, un des top joueurs de la saison dernière, est envoyé à l'OL après la fin du mercato et Unai, lui, est envoyé au Panathinaikos dans un prêt avec option qui laisse penser qu'après tout ce temps, il a perdu la confiance dans la direction. Ces 3 transferts sont bizarres, ils sont un peu moins logiques et ils mériteraient plus de temps que je le raconterai peut-être plus tard, mais il fallait d'abord que j'évoque un dernier joueur qui a fait ses valises, Pierre-Emerick Aubameyang. Après une saison où il a dû porter l'OM sur ses épaules, parfois pas aidé par ses coéquipiers et parfois lui-même pas au niveau, il était l'heure de faire un choix pour les deux camps. Si l'OM aurait aimé le voir partir au vu de son salaire, au vu de la place trop importante qu'il avait dans la masse salariale et sur le terrain, le Gabonais, lui, semblait ouvert aux possibilités. Et si son aventure marseillaise semblait lui plaire, la tentation d'un dernier gros chèque en Arabie Saoudite a fini par permettre à toutes les parties de sortir gagnant. Un choix économique et sportif fort, perso je pense que c'était le bon choix, et avec ça, j'ai fini de parler de tous les départs. Plus qu'une simple vague, Longoria et la direction ont littéralement fait une purge, ils ont réussi à libérer de la masse salariale, ils ont même obtenu de sacrés fonds pour enfin se libérer des erreurs du passé et pouvoir reconstruire. Les chantiers étaient nombreux, les pistes pour chaque poste ont donc été sacrément nombreuses, et tu sens que chaque recrue suit la logique du plan mis en place. Au poste de gardien avec les départs et la blessure de Blanco, tu es allé chercher 2 joueurs du championnat néerlandais, De Lang et Geronimo Rulli, 2 recrues peu onéreuses qui permettent de passer un cran au-dessus de Paul Lopez, tout en limitant au maximum les dépenses. Très franchement, je pense que c'était une erreur. Pour moi, le rediviser, c'est le championnat avec les plus mauvais gardiens du top 7, mais pour l'instant, l'Argentin qui avait perdu sa place contre le quarantenaire de l'Ajax est de retour à son meilleur niveau. À voir si ça tiendra. Devant, tu as misé sur Brassier pour compléter ta défense avec Cornelius. 2 choix là encore sujet à débat, puisque Cornelius n'est pas un profil qui me semble collé aux exigences de l'OM, et Brassier pourrait échouer à s'adapter au jeu de l'italien dans un club qui demande plus à ses défenseurs que Brest. Avant le début de saison, je trouvais que c'était une réussite. Tu as battu la concurrence en gardant le prix logique, mais ces débuts ratés m'ont pour l'instant refroidi. Contrairement aux autres défenseurs qui ont eux aussi connu des débuts difficiles, Brassier ne montre rien d'intéressant, et ça c'est inquiétant. Au milieu, tu as encore une fois fait les poubelles, cette fois de Tottenham en allant chercher Højbjerg qui devient dès son arrivée un coup exceptionnel. Le Danois t'apporte de la sérénité, du contrôle, un leadership naturel et une concurrence saine au milieu de terrain bien fournie, puisqu'en plus de Pierre-Emile, tu es allé chercher Ismaël Koné. Le Canadien arrive avec une petite étiquette de crack. En quittant l'enfer de Watford, il va apporter une polyvalence, une qualité technique et une audace qui manquaient au milieu très ronflant des dernières années. Capable de jouer 10, il pourra aussi concurrencer plus haut Amin Harit, qui va devoir montrer qu'il n'est plus le Marocain post-blessure, à qui on essayait de trouver des excuses, et pour s'assurer qu'il ne baisse pas de régime, la direction a rajouté une option dans ses pattes, avec Carboni. L'Argentin de l'Inter sort d'une année où il est
est monté en puissance, où il a enfin obtenu du temps de jeu, et ce prêt, en plus de lui permettre de s'adapter aux exigences d'un club ambitieux et à la concurrence de joueurs en place, va lui permettre de prouver qu'il n'est pas un effet de mode, et que les attentes de la direction interiste sont logiques. Voilà pour le milieu de terrain, et devant c'est là que les gros investissements ont été faits. Outre le prêt de Jonathan Rowe qui offre une solution sur les ailes, notamment à gauche, et Neil Maupay qui vient en tant que remplaçant de Moumbenia blessé, tu as fait 2 gros achats, avec Eli Wahi, que tu as décidé de relancer après un passage mitigé à Lens. Son cas est spécial parce que tu sens qu'il a pâti de la situation de Lens, mais qu'il n'a pas aussi tout fait pour confirmer son excellent début de carrière à Montpellier. Un transfert important pour le club. Médiatiquement, tu as tous les journaux stupides qui à chaque attaquant qui signe nous parlent de grands attaquants, mais c'est pourtant ce que la direction cherche en le signant. Il est le nouveau neuf, le remplaçant d'Aubameyang. La pression aurait pu être encore plus grande s'il était le gros transfert de cet été, mais cette place est occupée par un autre joueur, un anglais de première ligue, Mason Greenwood. L'ailier anglais signe officiellement en tant que remplaçant d'Ismaïla Sarr, mais dès son arrivée, tu sens qu'il aura un rôle plus grand. Pour moi, il est censé être le leader, la solution à pas mal de problèmes que l'équipe va connaître durant la saison, le joueur différent, au-dessus, qui porte l'équipe, comme les Thauvin, les Payet, les Aubameyang l'ont fait avant lui. Économiquement, son transfert est un pari qui ne sera réussi qu'en une belle saison, avec au bout une qualification en Ligue des Champions. Tu as misé pas mal sur lui, et je pense que c'est un pari dont les risques ont été étudiés. Avec tous ces changements, tu comprends très vite que l'équipe est totalement transformée, elle est même améliorée je trouve, mais tout n'est pas parfait. Tes latéraux sont couverts par des joueurs qui ne sont pas au niveau, Luis Enrique te sauve de dépenser sur un ailier grâce à ce début de saison, mais avec seulement Rowe dans la rotation, tu as laissé ce poste à des joueurs dont le niveau est fluctuant, avec peu de certitude, et surtout, tu as tellement tout bouleversé qu'en soi, il n'y a plus aucune certitude. Le bilan de ce mercato, que ce soit sportif et économique, est positif. Tu as réussi à sortir les échecs, tu as changé de plan de la meilleure des manières, tu as même fait de la place pour les jeunes du centre, et très honnêtement, quand tu vois l'été de l'OM, quand tu vois l'été des concurrents, tu ne peux que être hypé pour la suite. De Zerbi a toutes les armes pour réussir à faire le premier podium de sa carrière dans une équipe du top 5, et si on est honnête, il serait limite temps que l'OM fasse plus. Je parle pas de finir champion, je parle d'au moins réussir à aller loin dans un trophée. Bon, normalement là la vidéo elle est terminée, mais j'avais un petit truc à dire en plus. Durant toute la vidéo, j'ai bien évidemment écarté un sujet, le côté humain de tout le mercato est absolument ignoble. Et après avoir dilué l'identité de l'OM en ne créant aucune culture club, en changeant tellement de joueurs qu'on ne peut s'attacher à personne, Longoria est passé à une nouvelle étape, en menant une campagne de harcèlement sur certains joueurs de l'équipe, en écartant totalement des footballeurs de leur métier pour forcer des transferts liés à ses propres erreurs, et bien évidemment, en signant un joueur dont les exploits tournent sur Twitter dans des audios sacrément explicites. L'OM s'éloigne un peu plus des valeurs qui font que j'ai été fier de dire que c'était mon club. Et très franchement, je ne sais absolument pas quoi faire. En tant que supporter qui réfléchit, qui n'est pas un idiot fini comme ceux qui accueillent Greenwood à bras ouverts sans aucune honte, je me retrouve dans une position que je ne souhaite à personne. Que ce soit en voyant la réaction des supporters ou bien de la direction, l'OM s'est humilié, s'est rabaissé devant le talent d'un joueur, comme les présidents de Ligue 1 qui se rabaissent devant la brune, et personnellement, ça me pose un énorme problème moral. Bref, j'avais pas grand chose d'autre à dire dans cette vidéo, parce que tu te doutes qu'il y en aura d'autres. Qu'est-ce que vous pensez du mercato de l'OM? Qu'est-ce que vous attendez de cette saison du club phocéen? Quel est votre avis sur la situation humaine du club? Dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai vraiment envie de savoir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec normalement un retour aux sources qui fera du bien.